Bien, bah écoutez, soyez les bienvenus et je vais commencer mon propos en faisant écho à cet accueil très sympathique de Lise pour lui dire tout le plaisir que j'ai à être ici, dans ces murs, à son invitation et à l'invitation donc du musée Clémenceau et je l'en remercie. Voilà. Alors, il y a une autre personne qui est absente, bien entendu, aujourd'hui, et je suis très redevable aux travaux qu'elle a pu faire donc, et aux publications donc, d'Armel Weyrich, qui est donc commissaire donc, de l'exposition, co-commissaire peut-être de l'exposition, commissaire donc de l'exposition, que je vous encourage donc à voir. Alors dans le titre, comme vous le voyez, trois protagonistes, mais en fait on en aura bien plus, vous allez voir. Donc trois protagonistes pour une relation triangulaire. Deux villes, Paris et Vienne en Autriche. Deux sœurs, Bertha et Sophie, et deux frères, Georges et Paul Clémenceau. Deux portraits, ou peut-être un peu plus, et puis un peintre, Eugène Carrière. Alors Bertha fait la connaissance de Georges Clémenceau, hôte de ses parents à Vienne en 1883. Les deux familles sont des familles issues de la presse. Bertha et Sophie sont les filles de Maurice Zepps, journaliste et éditeur du Neues Wiener Tagblatt, ami du prince héritier Rodolphe, lié depuis 1880 à Gambetta et Georges Clémenceau. Et Clémenceau lui-même est lié à la justice, à l'aurore et à l'homme libre. Clémenceau va accueillir la famille Zepps à Paris en 1885. Et au cours d'un dîner donné en leur honneur, le jeune frère de Georges, Paul, s'éprend de Sophie, la sœur de Bertha. Le mariage est célébré en décembre 1886 et les deux familles sont désormais apparentées. Rappelons aussi que Clémenceau apprécie d'aller en cure à Carlsbad à partir de 1893. Alors, leur centre d'intérêt donc alterne entre cause politique et le bouillonnement de la vie culturelle. Les conversations portent sur les alternatives à l'hégémonie prussienne, la crise boulangiste et plus tard l'affaire Dreyfus, qui mobilise les esprits éclairés ou les visites chez Rodin. Alors, je vous ai donné donc tous les protagonistes de cette causerie, et mon tout est une certaine idée de la modernité, une idée certaine de l'Europe où se rejoignent art et politique, puisque tous nos protagonistes partagent l'idée que l'art est un levier de progrès donc de la société. Alors, nous allons voir d'abord, c'est un peu la difficulté d'une relation triangulaire, nous allons voir d'abord les grands moments de la relation du peintre Eugène Carrière et de Clémenceau. Leur correspondance est incomplète, mais déjà très instructive. On passe en 1889 de « Cher Monsieur Clémenceau » à 1902. « Mon cher et grand ami, je vous embrasse avec toute l'affection fraternelle que je sens pour vous si profondément. » En retour, Clémenceau embrasse Carrière. « À vous toujours », conclut-il une lettre. La relation de Carrière et de Clémenceau s'établit en 1889 grâce à l'entremise de Gustave Geffroy. Voilà le portrait de Gustave Geffroy par Eugène Carrière, qui est un portrait très différent du portrait notamment que Cézanne va faire de Gustave Geffroy. Et les deux portraits sont de la collection donc, du musée d'Orsay. Donc, Gustave Geffroy sert d'intermédiaire entre Carrière et Clémenceau. Et nous aurons d'ailleurs quelque chose d'assez parallèle et identique
à la relation de Clémenceau, Monet, Geffroy. Le 19 octobre 1889, nos deux hommes se sont rencontrés depuis peu, et dans la première lettre conservée de Carrière à Clémenceau, le peintre lui écrit « Grâce à cet ami si dévoué, au cœur si plein de ses amitiés à votre ami et au mien, Geffroy, j'ai eu l'occasion de vous voir, et en vous voyant, vous causant et vous écoutant, la sensation a été vive chez moi que les mêmes choses devaient nous être familières et chères. » Le 19 février 1898, un autre personnage complètement indépendant nous fera le récit, nous livrera le témoignage de cette relation Carrière-Clémenceau. C'est Édouard Vuillard qui écrit à Maurice Denis « J'ai fait la connaissance de Carrière, un homme délicieux. Évidemment, je l'ai vu dîner avec Geffroy et Clémenceau. Pouvez-vous croire un tel spectacle ?» Donc, vous voyez, évidemment, je l'ai vu dîner, voilà. Et Maurice Denis répond à Vuillard « Je suis heureux que vous ayez rencontré Carrière. Cela ne m'étonne pas que Geffroy l'emporte dans cette affaire, ou au moins, vous pouvez apprécier sa grande générosité. » Donc, tout de suite, une connivence va s'établir entre Carrière et Clémenceau. Elle sera aussi partagée avec Geffroy dans un tutoiement de rigueur. En août 1889, Carrière écrit justement à Gustave Geffroy. « J'ai signé le tableau choisi par M. Clémenceau. Il est suffisamment exprimé pour le laisser ainsi. Mais la petite tête que vous appelez un pape, je l'ai emportée et je vous l'enverrai à Belleville en vous priant de la faire remettre à M. Clémenceau. J'espère qu'elle lui plaira et à vous aussi, car je tiens beaucoup à ce qu'elle vous plaise. » Donc, avant le départ du peintre pour une villégiature à Saint-Jean-le-Thomas, Clémenceau a choisi un tableau dans l'atelier de Carrière et il semble qu'il ait également apprécié une petite tête que Carrière a emportée en Normandie puis envoyée à Geffroy à la justice. Dans une autre lettre, Geffroy écrit à Carrière. Clémenceau a envoyé son tableau chez l'encadreur. Il en est de plus en plus enchanté et je crois même qu'il va garder l'autre aussi pour lui. Le 18 août, Geffroy poursuit. Clémenceau m'a remis pour toi, vous voyez, on est passé déjà au tutoiement, hein. Clémenceau m'a remis pour toi la forte somme. Faut-il te l'envoyer par lettre chargée ou bien attendre ton retour pour te la remettre? Prononce-toi, le billet est dans l'armoire familiale et demain il sera à la poste si tu le désires. En 1892, Carrière envoie un mot de soutien à Clémenceau, empêtré dans les affaires de Panama. « Je viens, cher ami, me mettre près de vous, avec ceux qui vous aiment vraiment. Je sens que vous triompherez de toutes les épreuves auxquelles le sort de notre pays est lié, et tendrement, je vous serre les deux mains avec grande émotion fraternelle. » Donc, les deux hommes apprennent à se connaître. Ils partagent des centres d'intérêt communs. Ils sont ouverts et curieux de tout. Les arts, leur premier terrain d'entente, en particulier l'art japonais qu'ils collectionnent l'un et l'autre, mais aussi le combat politique en la personne d'Auguste Blanqui, l'éternel enfermé, dont Carrière a fait le portrait. Voici le portrait de Blanqui par Eugène Carrière, qui est un portrait posthume, d'après photo, et que l'on trouvera en illustration du livre aussi de Gustave Geffroy, L'Enfermé. C'est un portrait qui se trouve au musée Carnavalet. En 1897, pourtant, les positions de Carrière et de Clémenceau vont diverger sur l'innocence de Dreyfus.
Au moment où Clémenceau entre au nouveau journal L'Aurore, il est toujours convaincu de la culpabilité de Dreyfus, alors que Carrière le croit innocent depuis 1895. C'est Arthur Ranc qui le persuade d'aller voir August Scheurer-Kestner, vice-président du Sénat, détenteur de preuves accumulées tant par le lieutenant-colonel Picard que par Mathieu Dreyfus contre le véritable traître, le commandant Esterhazy. Troublé mais non convaincu, Clémenceau écrit dans l'Aurore le 21 novembre 1897 : « Je n'ai jamais prétendu que le capitaine Dreyfus fût innocent, par la simple raison que je n'en sais rien, ni ai aucun moyen de le savoir. Mais dès le 2 novembre, il plaide toutefois pour la révision du procès, ce qu'il répète encore au lendemain de la publication par ses soins de J'accuse de Zola. Il sera définitivement convaincu de l'innocence de Dreyfus lors du procès Zola. » Eugène Carrière est très présent dans le cercle des journalistes qui entourent Clémenceau. Et en voici un témoignage par Mathieu Dreyfus, le frère d'Alfred, en 1898. « Je pris alors l'habitude d'aller tous les jours à l'Aurore. J'y fis la connaissance du peintre Carrière, dont la placidité, le calme, contrastaient avec la gaieté à l'emporte-pièce, les saillies mordantes quelquefois de son ami Clémenceau. » Alors, nous avons ici l'affiche que Clémenceau et Ernest Vaughan commandent donc à Eugène Carrière pour le lancement donc du journal L'Aurore, qui est une grande affiche, et nous avons sur la droite une esquisse préparatoire, et je salue ici dans l'Assemblée la personne qui nous a permis donc de le reproduire. Voilà. Et cette esquisse est particulièrement intéressante puisqu'elle est dédicacée à Georges Clémenceau. Alors, Clémenceau et Carrière fréquentent le salon d'Aline Ménard-Dorian. Ça, c'est important parce que Aline Ménard-Dorian va beaucoup influencer aussi Bertha Zucker-Kandel, que nous allons retrouver un petit peu plus tard. Ils dînent souvent les uns chez les autres. Alors, nous avons Aline Ménard-Dorian, que vous avez, alors, sur la gauche, c'est le portrait un peu en majesté, donc en femme du monde, vous voyez, donc dans une tenue assez aérienne, que Carrière va faire d'elle, ce tableau appartient donc maintenant au Petit Palais. Et vous avez sur la droite, alors je m'excuse de la qualité de la photo, je n'avais que celle-ci, c'est un tableau qui est au musée donc de Bagnols-sur-Cèze, qui est un portrait beaucoup plus intime parce qu'il la représente, comme on disait à l'époque, en cheveux. Et le fait d'avoir cette intimité de cette femme en cheveux qui abandonnait donc son rôle donc de femme du monde lui confère un statut tout à fait particulier. Et puis, il avait aussi un autre intérêt donc dans cette causerie, c'est que ce tableau a appartenu à Paul Clémenceau. Voilà. Donc, Aline Ménard-Dorian, donc à l'occasion donc de dîner en l'honneur de Picard, réunissant Clémenceau, Zola de retour d'exil, Bertha Zucker-Kandel, la voilà enfin, et Eugène Carrière, un salon qui servira de modèle à Bertha dans cette alliance de la politique et de l'art. Nous avons également une invitation le 2 avril 1900 où Carrière se rend chez Aline Ménard-Dorian où seront présents Georges Clémenceau, le colonel Picard, Zola et Laborie, l'avocat donc de Dreyfus. Le 20 avril 1900, Gustave Geffroy écrit à Carrière « Rendez-vous reporté, impossible d'aller dîner ce soir. Impossible, impossible. Mais demain je vais dîner chez Paul Clémenceau où l'on me dit que tu seras. » À chaque occasion, Carrière manifeste son admiration pour la détermination de Clémenceau. Lui-même n'en manquait pas. Sa peinture d'ailleurs sera stigmatisée un peu plus tard comme de l'art dreyfusard, et ça n'était pas un compliment dans la bouche de ceux qui l'écrivaient. Le 20 août 1900, Carrière écrit
Vous avez été pour nous un exemple de force morale irréductible et d'une expansion de haute charité humaine. Beaucoup un instant se sont sentis de l'héroïsme, atteints par la flamme que vous portez en vous. Il en restera sûrement des lueurs, je vous exprime la mienne dans une affectueuse émotion. Et le 14 avril 1901, Georges Clemenceau écrit un article sur l'exposition Eugène Carrière à la Galerie Bernheim-Jeune, qui sera publiée dans le journal Le Bloc. Le peintre Carrière expose Galerie Bernheim une série de portraits, de paysages, de scènes maternelles qui marquent une étape nouvelle de ce chercheur de vérité. Je salue son portrait tout d'abord, visage crispé et inquiet d'un artiste de notre temps, se refusant à vivre en l'état de béatitude de ceux qui veulent ignorer ce qui est en dehors de l'art. Non seulement il est un témoin, mais il est aussi un homme solidaire des autres hommes. Il ne se désintéresse pas de la patrie et de la cité, et nous l'avons vu avec Monet et quelques autres, pas assez, de la littérature, de la sculpture et de la peinture parmi les Français qui tenaient au patrimoine de pensée et de justice héritée de leur père. Alors vous voyez que cette relation entre Clemenceau et Carrière, elle s'établit, et c'est au moment aussi des premières manifestations de la maladie de Carrière, opérée d'un cancer donc de la gorge, qu'elle va se manifester aussi dans toute sa grandeur et dans toute son amitié. Carrière écrit à Clemenceau. Il me faut subir une assez grave opération dans la gorge. Je vous dois de belles émotions de pensée et le contact d'une nature ardente et généreuse. Je vous en dis ma reconnaissance et vous embrasse de tout cœur en vous disant au revoir et à bientôt. Et Clemenceau, qui désire faire une visite au peintre convalescent, Clemenceau fait une visite au peintre convalescent et en retour, Carrière lui écrit « Que vous m'avez fait plaisir par votre présence. Vous savez combien vous faites partie de ma vie et combien je suis sensible à l'intérêt que vous m'avez gardé. J'espère vous revoir bientôt rue Franklin, en bonne santé. Je pense de plus rester longtemps au parc. L'humidité se fait sentir déjà et nous fera rentrer à Paris. » Alors Carrière va faire des portraits de Clemenceau. Nous allons commencer par le portrait donc de gauche qui est actuellement conservé donc au musée de Troyes et qui est actuellement visible dans l'exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme, dans l'exposition donc sur Dreyfus. Et vous avez à droite la petite esquisse que Carrière appelait le pape. Vous voyez, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc dans une des lettres donc précédentes, et donc c'est cette petite esquisse qui portait donc ce nom. Voici ce que dit Geffroy des portraits de Clemenceau par Carrière. 10 ans plus tard, c'est Eugène Carrière qui est le portraitiste de Clemenceau, par 2 esquisses rapides, faites en causant, avec ses yeux presque clos et cet air détaché qu'avait le peintre au travail. Il y eut évidemment trop de conservation entre ces 2 hommes, que lia l'amitié la plus vive, et les 2 portraits sont demeurés à l'état d'apparition. Le charme et l'acuité de l'art de Carrière y sont exprimés toutefois, annoncent ce qu'aurait été le portrait définitif, qu'il faut bien regretter, mais que la contemplation de ses rêves de peinture fera deviner. Autre témoignage, Léon Daudet, personnage peu recommandable, mais qui avait une certaine plume. Clemenceau s'entretenait du banquet Goncourt avec le peintre Carrière, qui était en train de faire son portrait. Il aimait bien Carrière, qui avait une tête rocailleuse et cirée, aux yeux demi-clos, au petit nez, et parlait confidentiellement en entrelardant son discours de « Spa, oui, n'est-ce pas ?» comme susurré. La pose embêtait Clemenceau. Carrière ayant fait sa palette, écrasant ses couleurs avec le pouce, était perplexe. Il avait beaucoup de considération pour Clemenceau qu'il appelait
le prince des types épatants. Carrière cherchait l'âme, ce principe mystérieux si difficile à saisir, qui dépasse même la personnalité. C'était elle qu'il désirait fixer sur sa toile, dans un enveloppement de vapeur, celle qui englobe plusieurs êtres et par conséquent plusieurs destinées. De ce genre était l'âme de Clemenceau, une des plus blanches que j'ai connues, disait Carrière, et dont la blancheur fait mal aux yeux. Clemenceau connaissait ce propos de Carrière, et il en était, nous dit-on, secrètement flatté. Nous avons un autre portrait de Clemenceau, qui lui est un portrait donc en pied, qui est un portrait conservé donc au musée d'art occidental de Tokyo et qui provient de l'ancienne collection donc Matsukata. Alors, on sait que Clemenceau ne se retrouvait pas dans les portraits donc de lui. Et il disait dans un entretien en septembre 1929, « Je n'ai pas un seul portrait de moi, tout est mauvais. » Ce qu'il y aurait de moins mauvais, ce serait le portrait de Carrière. Ce n'est qu'une esquisse, mais il y a tout de même quelque chose. Alors, nous avons... Ah, pardon, excusez-moi. Et puis, troisième portrait, celui du musée Clemenceau, où nous sommes précisément, voilà, qui est une autre représentation donc de Clemenceau. Et ce portrait est, grâce à Lise Lantignac qui me l'a signalé, vous le voyez ici, donc dans cette photo prise chez Thérèse Gatineau-Clemenceau entre 1930 et 1939 approximativement. Voilà. Et Clemenceau conclut, « Tout compte fait, comme vous le voyez, je n'ai rien de moi, ce qu'il y a de mieux, ce sont les photographies, et je n'aime pas ça. » Donc voilà. Lequel de ces trois portraits était le plus proche de la description de Clemenceau qu'en fait Bertha Zucker-Kandel dans son ouvrage de 1944, « Clemenceau tel que je l'ai vu ». De grands yeux noirs, écrit-elle, au regard profond, au visage aux pommettes accentuées, aux traits réguliers durs et calmes. Le lien entre les trois portraits, moi je l'ai trouvé dans les mots d'un critique parlant d'un autre buste, non pas par Carrière, mais par son fils, Jean-René Carrière, un buste en plâtre représentant Clemenceau de 1920, avec un tirage en bronze de 1922, actuellement au musée de Poitiers, au sujet duquel il est écrit « Clemenceau, toisant de haut la bassesse ». Et c'est ce que je retrouve dans ces trois portraits. Alors, dans les représentations de Clemenceau, il y en a un qui n'a pas eu grâce, c'est Rodin, puisque le buste de Clemenceau par Rodin, scellera la fâcherie donc entre eux, et Bertha, justement, va prêter à Rodin la phrase suivante, « Clemenceau se voit dans la réalité, je le vois dans sa légende. » Rodin et Clemenceau ne se sont jamais revus. Alors maintenant, nous allons quand même arriver à Bertha Zucker-Kandel, avec ici. Alors, pardon, excusez-moi. Voilà, donc Clemenceau par Rodin et Clemenceau par Rodin. Et pourquoi y a-t-il ça? C'est une erreur et je vous prie de m'en excuser. Non, je vois, ça y est, j'ai raccroché, pardon. Alors, donc, Clemenceau, Bertha et les artistes. Bertha va exercer très tôt un vrai talent de journaliste et de critique d'art, curieuse de toutes les formes de l'art moderne que sa relation avec les Clemenceau va nourrir. Et en 1900, l'exposition universelle à Paris, Clemenceau accompagne Bertha voir l'Olympiade Manet, les impressionnistes, et ils se rendent également à l'exposition Rodin au pavillon de l'Alma, dont l'affiche est conçue par Eugène Carrière, que vous voyez ici. Voilà. En novembre 1903,
Bertha se rend chez Rodin, donc en compagnie de Clémenceau, où elle va rencontrer son compagnon. Alors voilà, pardon, il y a une erreur dans l'ordre et je vous prie de m'en excuser. Voilà Bertha dans toute sa splendeur, donc dans une très belle photographie, celle qu'on connaît en général, donc de l'atelier de Madame Dora. Et alors j'espère, voilà, je suis retombée sur mes pieds. Donc vous avez ici Rodin. Vous pouvez y côtoyer Rodin, un peu plus tard Albert Einstein. Alors vous avez ici, pardon, Paul Clémenceau, une très très belle photo, je trouve. Et puis donc le colonel Picard, qui est un très 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 beau portrait par Eugène Carrière, qui appartient à la collection du musée Carrière, et donc qui faisait partie de ses hôtes habituels, donc du salon de Sophie et de Paul. Le colonel Picard, qui, en plus de son rôle dans l'affaire Dreyfus, est aussi un très grand mélomane, qui va trouver aussi sa consolation dans la musique de Schubert et de Beethoven. Puisque le salon de Paul et de Sophie a pour spécificité la musique. Ravel y est accueilli. Rappelons que Sophie, la maîtresse de maison, est dédicataire de rondes, la dernière des 3 chansons pour chœur mixte sans accompagnement de Ravel. On peut également y écouter du Schoenberg, du Bartók. Paul est un membre fondateur de la revue musicale et sa femme Sophie soutient les concerts publics comme membre souscripteur en 1913 de la Société des grandes auditions musicales de France, membre du comité de patronage de l'Orchestre symphonique de Paris. Et le couple de mélomanes qu'il forme entretient une relation privilégiée avec le compositeur, chef d'orchestre, directeur de l'Opéra de Vienne, Gustav Mahler. Mahler vient pour la première fois à Paris en juin 1900 pour les concerts qu'il dirige pour l'exposition universelle. Les Clémenceau font sa connaissance à l'occasion d'un grand banquet donné en son honneur par le président de la République. Le compositeur rencontre aussi Georges-Marie Picard. Sophie recommande Mahler à sa sœur Bertha, dont il devient l'ami, et rappelons que c'est dans son salon viennois qu'il va rencontrer sa future femme, Alma Schindler. Admirateurs de Mahler, Paul et Sophie vont encourager la création parisienne de ses œuvres. Le couple héberge et soutient généreusement une de ses meilleures interprètes, Maria Freund, qui est ici dans un très très beau tableau en compagnie donc de ses enfants, tableau de Jacques-Émile Blanche. C'est aussi grâce à Sophie que Mahler fera la connaissance du musicien italien Alfredo Casella en 1907, élève de Fauré lié à Enesco et à Ravel. En 1906, Paul et Sophie font un pèlerinage à Vienne. Picard, accompagné de Madame Romazzotti, son amie, Paul Painlevé et le général allemand se rendent à Vienne où Mahler dirige Tristan. Bertha est porteuse d'un télégramme de Clémenceau annonçant à Picard sa nomination de ministre de la guerre et son retour impératif à Paris. Autant dire que Picard n'a jamais écouté donc cette œuvre magistrale que Mahler voulait lui réserver. Et ils sont aussi les intermédiaires entre Mahler et Rodin pour la commande. Alors vous avez, Alfredo Casella, que vous avez ici, et ils sont donc les intermédiaires entre Mahler et Rodin pour la commande du buste en bronze du compositeur. Vous avez ici donc la version donc en marbre. Alors maintenant, venons-en au portrait
celui de Bertha et de sa sœur Sophie. Nous sommes en 1893. Le 22 mai 1893, Paul Clémenceau ne réussit pas à joindre Eugène Carrière et il prie Gustave Geffroy, encore lui, de lui écrire pour lui demander de lui faire le portrait de sa femme. Le 18 juillet 1893, le projet se précise et Paul en fait le récit. Alors, je voulais vous montrer la petite maison qui existe toujours au 7 avenue de la Mésange à Saint-Maur-des-Fossés, qui est la maison que les Carrières occupent donc en villégiature, donc près des bords de Marne. Et la seconde maison que vous voyez est en fait l'atelier dans lequel sont réalisés les portraits. La maison existe toujours, donc le lieu dans lequel ces portraits ont été faits sont toujours là. Voici le récit que Paul Clémenceau fait de cette journée. Dimanche passé, nous sommes allés chez Carrière. Nous y sommes restés la journée entière et le soir, notre ami avait fait un portrait de plus, 2 portraits même. Une tête, définie à l'huile, grandeur nature, que j'aime énormément, et un portrait en pied, à petite échelle, plein de lumière et de couleurs. Je n'ai pas besoin de te dire que le modèle était ma femme. Je suis infiniment reconnaissant à Carrière du plaisir si grand qu'il nous a fait. Après-demain, j'irai le chercher, j'irai le remercier et chercher la toile qui doit être sèche. Vous voyez qu'il y a une très grande familiarité entre Paul Clémenceau et Carrière. Les 2 hommes se tutoient, ce qui n'est pas du tout le cas de Georges ou de Rodin avec Carrière. Donc, Paul Clémenceau reçoit très souvent donc, les Carrières. Et on en a un exemple dans une lettre du 21 février 1892 adressée donc à Rodin. « Mon cher Rodin, Geffroy vient d'organiser au pied levé un tout petit dîner d'intime à la maison pour après-demain, mardi, 7h15. Je serais désolée, et ma femme de même, si vous ne pouviez vous joindre à nous et à mes amis, Geffroy, Mulhem, Rollinat, Ajalbert, Carrière, Martel. Ne déjeune pas d'autres personnes, et bien que je sois obligée de vous inviter si tardivement, nous comptons que vous nous ferez malgré cela l'amitié de venir. Pas de cérémonie, pas d'habits, surtout, tout le monde sera en veston. Compliment de ma femme et bonne poignée de main de votre bien dévoué Paul Clémenceau. » Venons-en maintenant. Alors, vous avez ici les portraits de Sophie, donc, qui est le portrait donc, que vous pouvez voir dans l'exposition. Et venons-en maintenant au portrait donc de Bertha Zucker-Kandel, qui est en collection privée américaine. Hein. Voilà. Alors, confier les traits et l'expression de son visage à un peintre qui était pour Bertha Zucker-Kandel le chantre de la modernité et en accepter la singularité fut certainement pour elle une expérience forte. Carrière lui a donné le regard doux et le sourire naissant d'une femme qui se livrait ici sans fard, sans artifice. Le léger déhanché de la pose confère à l'ensemble une certaine harmonie plastique du buste, dans un joli mouvement de bras fermés par les mains jointes, dont on sait l'importance symbolique que Carrière lui attribue. Une certaine mélancolie transparaît dans ce portrait où Bertha elle-même ne se reconnaissait pas. C'est ce qu'on nous dit. D'après ses mémoires, elle attribue l'expression donnée par Carrière au reflet même de l'état d'âme du peintre, plongé dans le tourment de l'affaire Dreyfus, puisqu'il va comparer effectivement ce tourment à la porte de l'enfer de Rodin. Le tableau présenta rapidement des problèmes de conservation qui font écrire à Bertha au peintre en 1897. En même temps, je vous demande qu'elle firnisse,
pas trouvé la correspondance. Quel firnis je dois employer pour faire mon portrait qui a un peu perdu de son éclat et la douceur de sa couleur? Alors on sait que Carrière recourt de moins en moins au vernis, ce qui pose effectivement des problèmes donc de conservation donc des pigments. Bertha fut visiblement déçue de son portrait et s'en sépara sans état d'âme après la Première Guerre mondiale. Mais si l'on revient à la description de la journée par Paul Clémenceau, on peut s'interroger sur quel portrait Carrière a-t-il peint. Paul spécifie qu'il s'agit de portraits de sa femme dans les deux cas. Alors quand aurait été fait le portrait de Bertha? Dans ses mémoires, Bertha couple la séance de pause avec la connaissance que Carrière aurait eue de l'affaire Dreyfus. Donc, plus tardivement, pas avant fin 94, voire 1895. Même si la mémoire de Bertha n'est pas infaillible, elle rend sa datation arrêtée à 1893 néanmoins très incertaine. Donc ça restera quand même un point d'interrogation. Alors nous allons partir à Vienne dans le salon de Bertha, qui a pour décor le palais Liebenau-Spitz sur le Ring, et donc où son divan, nous en avons une très belle photographie ici dans un style Jugendstil. Voilà, son divan vert et noir était un élément important donc du décor. C'est un salon qui est en lien avec le salon de sa sœur à Paris. Et cette même idée de l'Europe traversait les deux salons, l'un à Vienne, l'autre Paris. La ville lumière a rencontré quelque part la belle endormie de la Mythol Europa. Le critique d'art Ludwig Evesi donne à son salon une importance centrale. Il écrit: c'est dans son salon qu'il fut parlé pour la première fois de l'idée de sécession. Les jeunes artistes autrichiens s'étaient adressés à Bertha Zuckerkandel en prélude à la sécession. Il faut que vous collaboriez avec nous. Par vos relations avec la France, vous pouvez être la conductrice d'un mouvement qui tirera Vienne de son sommeil. Vous êtes, nous le savons, l'ami de Carrière, l'ami de Rodin. Vous êtes à même de rendre à notre entreprise les services d'un pionnier. Alors, Carrière était effectivement un bon interlocuteur, car, comme le rappelle Karl Lamm, donc, il était aussi la cheville ouvrière de la collaboration avec le monde artistique d'expression germanique. Il participe notamment à toutes les sécessions, que ce soit à Munich, que ce soit à Dresde ou que ce soit donc à Berlin. Le salon de Bertha va accueillir Klimt, que vous avez en tenue de peintre donc sur la gauche de la photographie, et ce merveilleux donc profil donc sur l'autre. Mais également Kokoschka, Arthur Schnitzler. Vous avez ici, alors sous une forme beaucoup plus jeune qu'habituellement, Stefan Zweig. Ici, vous avez donc les deux frères Zweig et Hugo von Hofmannsthal. Et c'est au cours d'un dîner donné chez elle le 7 novembre 1901, en présence de son beau-frère Paul, que Gustave Mahler tombe amoureux d'Alma Schindler. En juin 1902, Bertha recevra Rodin, mais plus tard également le couturier Paul Poiret, qui est l'hôte de la maison. Tout ça pour vous dire un peu la diversité donc des hôtes de son salon. Bertha Zuckerkandel est le pivot entre Rodin et Carrière, rencontrés à Paris grâce au Clémenceau, et les acteurs de la sécession, dont Klimt et Joseph Engelhardt, peintre et sculpteur autrichien. Inlassablement, Bertha va consacrer des articles
aux artistes français qu'elle affectionne. Elle relaie dans ses chroniques des expositions Carrière, explique ses nouvelles œuvres, comme l'article à paraître en 1897 sur le Christ en croix, votre chef-d'œuvre, écrit-elle à Carrière. Alors le Christ en croix, vous l'avez donc à gauche ici, il fait également partie de la collection donc du musée d'Orsay, et je vous ai mis à droite un document que nous venons de rentrer dans les archives du musée Carrière, qui est le comité donc de souscription, où vous verrez que Georges Clemenceau fait partie donc des souscripteurs. Voilà. Donc, le Christ en croix, votre chef-d'œuvre, écrit-elle à Carrière, une opinion tout à fait partagée par Clemenceau. Voilà. Carrière ne s'est jamais rendu à Vienne. Lui et Bertha s'écrivent. Hélas, très peu de lettres d'eux nous sont parvenues. Dans l'une d'elles, néanmoins, Carrière va manifester son intérêt pour le groupe Jung-Wien et conclut « L'Autriche-Vienne m'intéresse, un peuple original et talentueux. » Bertha lui fera cadeau d'un manuscrit du poète Peter Altenberg, auteur qui appartenait donc à ce groupe qui voulait revivifier donc la littérature et la poésie donc autrichienne, comme expression de l'art poétique autrichien. Et c'est Bertha qui lui offre. Carrière était en mesure d'en apprécier toutes les nuances, puisque n'oublions pas qu'il comprenait l'allemand par sa mère, qui était originaire du Bade-Wurtemberg. Malheureusement, le manuscrit ne nous est pas connu et nous ignorons tout de lui. Maintenant, penchons-nous sur la sécession viennoise. Le mouvement sécessionniste va essaimer en Europe, à Munich, à Berlin, à Dresde, et dans la capitale autrichienne, on assiste à la séparation de la Künstlerhaus, la maison officielle donc des artistes, afin de promouvoir un art indépendant, résumé par la devise « À chaque époque son art, à l'art sa liberté ». Les deux représentants de l'art indépendant en France, Rodin et Carrière, ne pouvaient que se retrouver dans le mouvement revendicatif des artistes viennois. Alors c'est Maurice Denis qui avait qualifié Rodin et Carrière les maîtres de ceux qui n'en voulaient point. Voilà, donc ils étaient effectivement les représentants de cet art indépendant. Ils étaient aussi à l'origine de la fondation en France de la Société nationale des beaux-arts, qui s'était désolidarisée du Salon des artistes français, plus officiel et académique. Plus tard, Carrière œuvre à la création du Salon d'automne, conçu comme un salon révolutionnaire. Nous en avons pour preuve la cage aux fauves, donc de 1905. Et on peut dresser un parallèle entre Rodin, Klimt et Carrière, qui vont subir la même désapprobation publique. Une autre volonté commune est de remettre en question la hiérarchie entre les formes d'art, de réunir les beaux-arts et les arts appliqués, exprimés dans le premier numéro de la revue de la Sécession Versacrum. Nous ne connaissons pas de différence entre l'art noble et mineur, entre l'art pour les riches et pour les pauvres. L'art appartient à tout le monde. En 1903, avec cette volonté, sont créées les Wiener Werkstätte par Joseph Hoffmann et Koloman Moser, avec pour objectif de porter l'artisanat au niveau donc de l'art. Et cela fait quand même étonnamment penser à l'ébauche de Musée du Soir sur lequel Gustave Geffroy et Georges Clemenceau avaient réfléchi. La brochure au quartier ouvrier du Musée du Soir, alors, pardon, excusez-moi, ça c'est le fronton du bâtiment de la Sécession à Vienne.
la revue Versacrum, qui avait notamment celle de 1898, et vous avez ici le musée du soir, qui était une volonté, effectivement, de promouvoir une production artisanale, donc de qualité, et Clémenceau avait publié dans l'Aurore un certain nombre d'articles à ce sujet, et y avait emmené ses vieux compagnons, Gustave Geffroy et Carrière. Carrière va être membre honoraire de la Sécession à titre de correspondant étranger. Sa première participation remonte au printemps 1898 avec Passant, qui est actuellement à la National Gallery du Canada à Ottawa. Alors, c'est un exemple très marquant que ce tableau pour illustrer les influences européennes des artistes, puisque c'est ce même tableau qui va inspirer un dessin au jeune Picasso qui vit l'œuvre à Paris lors de son séjour en 1902, et le dessin de Picasso est, lui, au musée Guggenheim. Cette œuvre, Les Passants, fit dire au critique d'art Ludwig Hevesi que Carrière est un peintre descendu de la lune, emportant avec lui un clair de lune infiniment doux. Seconde participation de Carrière à la Sécession viennoise, en 1899, un profil féminin dont nous ne savons pas grand-chose, dont nous n'avons aucune représentation, et les portraits probablement lithographiés de Verlaine, Rodin et d'Alphonse Daudet. Alors, prévu en 1900, le projet d'exposer tout un panneau Carrière n'aboutit pas, et vous avez ici une description de ce panneau Carrière avec au centre, je ne sais pas si vous réussissez à le lire, théâtre. Il s'agit du théâtre de Belleville, ce tableau magistral qui est donc en haut de l'escalier d'honneur du musée Rodin, et dans lequel Carrière représente un théâtre donc de faubourg. Et puis vous avez le portrait de Mademoiselle Ménard, la lecture, plusieurs œuvres qui auraient dû être prêtées par Gallimard, et c'est peut-être justement ça qui a posé problème, et une maternité bien entendu, et puis sur la droite, le Christ en croix que vous avez vu donc précédemment et sur lequel Bertha avait écrit. Est-ce que la réponse tardive de Gallimard, propriétaire du théâtre de Belleville, qui s'engageait à en prêter deux autres? Est-ce le refus d'Aline Ménard-Dorian de prêter le portrait de sa fille? Le peintre français ne tenait pas toujours ses engagements non plus, et Bertha Zuckerkandl va le lui rappeler dans une lettre à Karl Moll, le président de la Sécession, où elle dit: « J'ai vu, écrit-elle, que nous connaissons votre manière de promettre et puis d'oublier. Alors je suis ici pour vous lier à une liste. Vous tiendriez-vous à elle si vous me le promettez ?» Et Carrière de rire, nous dit Bertha. Donc on imagine peut-être pourquoi effectivement cette collaboration a été un peu fantaisiste, dirons-nous. Mais le rayonnement de l'œuvre de Carrière dépasse alors la France pour prendre une dimension tout à fait européenne. Et c'est Gustave Geffroy qui le rappelle. Carrière est apprécié des milieux artistiques européens. Le peintre Jacques-Émile Blanche, dont on a vu aussi donc ce magnifique portrait donc, de Maria Freud, précise que les artistes autrichiens sont impatients de son envoi lorsqu'il sollicite la participation de Carrière pour le jubilé de l'empereur. Et en 1899, Joseph Engelhardt explique à ses collègues de la Sécession: Carrière elle-même dans ses toiles et dans ses lithographies, il est aussi pittoresque que la manière la plus délicate qui est évoquée. La peinture de Carrière, unique dans son style, marqua les esprits. Des collectionneurs autrichiens comme Hermann Eisler, grand collectionneur, s'intéressèrent à sa peinture.
Bertha Zucker-Kandel servit de facilitatrice à la compréhension de son œuvre pour un public plus élargi. Ses articles, publiés entre 1894 et 1906 dans les journaux Die Zeit et le Wiener Allgemeine Zeitung, éclairaient l'art de Carrière dans sa quête intimiste. Elle écrit « L'application modérée, mystérieuse et mélancolique d'un nuage gris fluctuant équivaut à un digne interprète de toutes les intimités, de toutes les beautés humaines et des compassions vibrantes qui jaillissent des œuvres de l'artiste. » Elle est aussi le pendant d'une autre femme, Frances Kaiser, journaliste anglaise établie à Paris, qui agira de même que Bertha sur le public germanique. Elle agira sur le public anglophone pour la réception des œuvres de Carrière, et on voit combien il doit beaucoup au réseau féminin dont ils soutiennent. En 1906, l'année de sa mort, Franz Hohenberger, le président de la sécession en personne, décide d'un hommage rendu au peintre français. Aidé de Rodin, de Sophie Carrière et des amateurs français de l'artiste, 21 œuvres furent exposées dans la salle d'honneur du pavillon de la 27e sécession de novembre à décembre 1906. Alors, ce fut la première fois que le théâtre de Belleville, vous l'avez ici, donc ce sont les deux hémicycles, vous savez, du paradis, donc de ces parties très populaires en fait, donc de ce théâtre qui malheureusement n'existe pas. Donc ces deux hémicycles et Carrière, donc voilà, jouent sur les visages que vous avez. Et c'est la première fois que ce tableau est exposé hors de France. Alors, nous avons ici le bâtiment de la Sécession et ici le catalogue que nous avons prêté au musée Clémenceau, qui est effectivement, que vous pouvez voir donc ici dans l'exposition, et qui rend donc cet hommage à Carrière. Rappelons également qu'il existe une photo où les œuvres de Carrière, notamment l'autoportrait qui avait été présenté, est accompagné d'une couronne mortuaire comme il se faisait donc à l'époque. Et le nom de Franz Hohenberger, le président de la sécession, celui qui avait décidé donc de cet hommage, Franz Hohenberger sera dans les premiers cités également dans le comité d'honneur de la rétrospective Carrière en 1907 à Paris. La préface du catalogue de 1906, celui que vous voyez ici, est écrite par Karl Eugen Schmidt. Il insiste sur la singularité de l'artiste. Une place à part, loin du chic et de l'esprit parisien représenté par Boldini, la Gandara ou Whistler. Et Schmidt décrit son art telle une musique de chambre dont les tons au sens musical trouvent les chemins de l'âme en sourdine. Carrière reste unique, mais des rapprochements stylistiques sont faits dans l'article avec Rembrandt et Velázquez, deux peintres qu'il affectionnait particulièrement, ainsi de manière plus étonnante qu'avec Corot, par la délicatesse de coloriste. L'auteur note aussi sa relation au peuple, ses aspirations démocratiques, socialistes, affirme-t-il. Rien que n'aurait contredit Bertha Zucker-Kandel ou Georges Clémenceau. Et à son tour, Bertha va livrer quelques paroles fortes et très émouvantes au moment de la mort de Carrière. L'un des plus grands est parti, écrit-elle. Un artiste dont la haute humanité s'élève bien au-delà des frontières de son art, un voyant. Cet homme est trop grand pour n'être expliqué qu'à moitié par un rapide aperçu. Trop grande aussi la douleur autour de lui pour ceux qui, comme moi, eurent la chance d'être proches de lui et trouvent aujourd'hui le recueillement
pour dérouler l'œuvre de sa vie. Voilà, alors je terminerai cette causerie par une anecdote qui m'a liée personnellement à Bertha Zuckerkandl et à Georges Clemenceau. Alors je vous rassure, pas physiquement, vous allez le voir, mais c'est un moment tout à fait incroyable. Il se trouve que au début des années, à la fin des années 80, 1980, donc je commençais mes recherches sur Carrière, je travaillais dans un secteur qui n'avait strictement rien à voir, et je prenais de temps en temps des journées de congé pour aller voilà, faire des recherches. Et je prends rendez-vous avec à Moret-sur-Loing, dans la propriété de Clemenceau, avec Madeleine Clemenceau. J'arrive à Moret-sur-Loing, je vois une petite dame derrière sa voilette, avec un maître d'hôtel très agité, très aux petits soins, et qui m'introduit auprès d'elle. Et cette dame, pleine d'autorité, me fait comprendre que de toute façon, elle n'a absolument pas le temps de me recevoir. Donc, je me dis, j'ai fait 80 km, j'ai pris une demi-journée de congé, mais je n'ose bien entendu, je ne lui dis rien. Et pendant qu'elle s'apprête, parce qu'elle me fait comprendre qu'elle a rendez-vous avec le maire de la Genevrey, et qu'elle n'a pas le temps de me recevoir, donc je m'assois, mais que je peux m'asseoir, voilà. Donc je m'assois et on commence à papoter pendant qu'elle se prépare. Et à un moment, je lui parle de Bertha Zuckerkandl. Elle s'arrête, se fige et me dit « Comment, madame, vous connaissez Bertha Zuckerkandl ?» Alors, je lui dis « Oui, j'ai lu tel ou tel livre. » Elle appelle le maître d'hôtel et elle lui dit « Vous annulez le rendez-vous donc avec le maire de la Genevrey. » Et on a terminé l'après-midi dans la chambre de Clemenceau. Elle a absolument tenu à ce que je m'allonge sur son lit, ce qui pour moi était tout à fait incroyable. Nous avons liquidé une bouteille de champagne. Ce qui fait, voilà, non, pas chacune. Et je lui ai lu des extraits de... Alors, je ne me souviens plus, ça devait être Clemenceau tel que je l'ai connu. Donc, elle était allée chercher donc, dans la bibliothèque. Et voilà, et c'est un des moments les plus délicieux que j'ai vécu au cours de mes recherches sur Carrière. Donc, je suis profondément redevable à Bertha Zuckerkandl et à Georges Clemenceau de cette amitié, de cette après-midi tout à fait délicieuse que j'ai pu vivre en compagnie de Madeleine Clemenceau. Voilà. Et puis alors, juste avant de terminer, je vous ai amené quand même une petite brochure justement pour vous dire ce lien très fort. Cette petite brochure que certains d'entre vous donc doivent connaître et donc où Michel Clemenceau, me dis-tu, donc a écrit donc au fils de Carrière, donc Jean-René Carrière, donc à René Carrière, statuaire de grand talent, dont le père Eugène Carrière fut un des meilleurs amis de mon père Georges Clemenceau. Avec toute mon affection, Michel Clemenceau. Voilà, je vous remercie de votre attention.